ça m'est déjà arrivé d'être suivie par des hommes louches. Et une fois, j'ai même failli être agressée. Ce genre de choses ne m'a jamais vraiment fait peur. J'ai vécu plein de choses effrayantes dans ma vie, et je me considère plutôt forte. Même quand un type louche a essayé de m'agresser, je n'ai pas eu peur, parce que je savais que j'allais lui faire mordre la poussière, et je l'ai fait. Je ne me sens jamais menacée, à moins que j'ai un pressentiment. Je le sens quand quelque chose de mal arrive, ou quand quelqu'un n'est pas ce qu'il prétend être, etc. Mes amis me disent que j'ai une sorte de sixième sens. J'y crois à moitié, mais je dois admettre que c'est parfois très étrange, et que j'ai presque toujours raison. Un jour, j'ai eu le pire pressentiment que j'ai jamais eu de ma vie. J'étais en première année à l'université, et j'habitais dans un appartement très sympa. J'adorais vivre là-bas. C'était un vendredi, et j'avais besoin d'aller à la banque avant qu'elle ne ferme, parce que j'avais oublié d'encaisser un chèque. J'ai quitté mon appartement, fermé la porte à clé, et je me suis dirigée vers ma voiture. Mais dès que j'ai quitté le couloir de la résidence et que je suis sortie à l'extérieur, un pick-up s'est arrêté devant moi. Il y avait 2 hommes à l'intérieur. Le premier était un homme baraqué avec des tatouages. On aurait dit qu'il venait de sortir de prison. Et l'autre était très maigre, avec des lunettes. À la seconde même où j'ai posé mes yeux sur eux, j'ai eu ce terrible pressentiment. C'était pire que d'habitude, et je me suis tout de suite sentie mal. L'homme baraqué était au volant, et il a commencé à me dire des choses comme « Tu es tellement belle. Viens par ici, on va parler. Tu es la plus belle fille que j'ai jamais vue. » Je ne voulais pas rejoindre ma voiture, parce que je ne voulais pas qu'ils sachent laquelle était la mienne. Et je ne voulais pas non plus rentrer dans la résidence pour ne pas leur montrer où je vivais, s'ils ne l'avaient pas déjà compris. Mais également parce que j'habitais au rez-de-chaussée, où c'est plus facile d'entrer par effraction. J'ai donc commencé à marcher vers le bureau d'accueil de la résidence, qui était un peu plus loin. J'avais déjà sorti mon couteau de poche, caché dans la manche de mon pull. Ils ont continué à me parler, me suivant alors que je marchais vers l'accueil. J'ai gardé un œil sur eux pour ne pas me faire surprendre. Ils ont fini par me demander de les accompagner à une soirée, et l'homme baraqué a dit « On va à une soirée à 2h du matin chez un ami qui habite ici. Tu veux venir ? On pourrait traîner ensemble avant et apprendre à se connaître. » Il était à ce moment-là 15h30, pour mieux vous situer. Je leur ai dit non, laissez-moi tranquille. Mais ils ont continué à essayer de me convaincre, en me faisant des compliments, jusqu'à ce que tous les deux disent « Si tu viens avec nous, on te donnera une paire de chaussures gratuites. » Le type maigre s'est alors penché et a commencé à fouiller au niveau du siège arrière. Je me suis arrêtée pour m'assurer qu'il n'allait pas sortir une arme ou du ruban adhésif ou quelque chose comme ça. J'étais à quelques mètres du pick-up, et je me suis préparée à courir au cas où. Il a sorti une valise bleue du siège arrière et l'a ouverte. À l'intérieur, il y avait une centaine de paires de chaussures différentes, qui allaient de petites chaussures pour enfants à des escarpins pour femmes adultes. C'est à ce moment-là que mon pressentiment a atteint son apogée. Mes genoux ont faibli, je n'ai pas pu retenir un haut-le-cœur et j'ai vomi par terre. Je ne m'étais jamais sentie aussi malade, aussi dégoûtée de toute ma vie. J'ai senti de la malfaisance pure. J'ai crié non, ce qui les a mis très en colère. Ils ont commencé à sortir du véhicule. J'ai arrêté de réfléchir et j'ai sprinté. Dans la rue, il y avait les enfants de ma voisine qui jouaient. Je les ai attrapés et j'ai couru jusqu'au bureau d'accueil. Hors de question que je les laisse derrière avec ces psychopathes. À peine arrivé, j'ai tout raconté à l'accueil et ils ont appelé la police. De mon côté, j'ai appelé la mère des enfants pour la prévenir qu'ils étaient avec moi et lui dire de ne pas sortir au cas où les hommes seraient toujours là. Je ne voulais pas qu'ils sachent où elle habite non plus. Après ça, pendant les jours suivants, j'étais terrifiée à l'idée de sortir de chez moi. Si terrifiée que j'ai appelé mon amie pour qu'elle reste avec moi pendant une semaine. Au 4e jour, on s'apprêtait à aller chercher à manger. Et pendant que je fermais à clé, mon amie a dit « C'est quoi ce pick-up tout pourri ?» Je me suis tournée et j'ai vu les 2 mêmes hommes dans le même pick-up juste devant moi. On est retourné en courant à l'intérieur. Apparemment, ils surveillaient ma résidence depuis un moment, mais n'ont jamais été pris. Ma résidence a renforcé sa sécurité tout de suite après ça, et je ne les ai plus jamais revus. J'ai étudié les tueurs en série à l'école, et on a parlé des trophées qu'ils prenaient sur leurs victimes. Depuis, je n'arrête pas de me demander, et si toutes ces chaussures étaient des trophées ? Inutile de préciser que je n'habite plus là-bas. J'avais 16 ans quand j'ai vécu cette histoire, et ça me hante encore à ce jour. L'ami de mon grand frère m'avait demandé de garder sa grande maison pendant 2 jours. Il était prêt à me payer $100 par nuit. Pour des raisons de confidentialité,
On va appeler cet ami Nick. 200$ était une grosse somme pour une tâche aussi simple que garder une maison. Et vu que j'avais récemment vendu ma PS3 pour m'acheter une PS4, ce travail tombait à pic. À environ 18h, Nick est passé me chercher pour m'emmener à sa maison, parce qu'il commençait à faire nuit. Une fois arrivé, il m'a parlé des caméras de sécurité qu'il avait installées à l'intérieur et à l'extérieur de sa maison. Mais je n'avais aucune intention de passer toute la nuit à surveiller des vidéos de sécurité, vu que j'avais emmené mon portable pour passer le temps. Après un moment, j'ai commencé à avoir faim, et j'ai décidé d'aller prendre quelque chose du frigo. Mais en me levant, j'ai vu du coin de l'œil un mouvement sur l'écran des vidéos de sécurité. Je me suis rassis et j'ai fermé mon portable, pour regarder de plus près le mouvement que je voyais sur la caméra 4. En scrutant l'image, j'ai vu que c'était une silhouette d'homme, se tenant à l'extérieur de la maison. J'ai détourné le regard pendant une seconde, et en regardant à nouveau l'écran, l'homme avait disparu. À ce moment précis, j'ai entendu du verre se briser dans l'étage en dessous, et j'ai immédiatement cherché la source du bruit sur les caméras. C'est là que j'ai vu qu'il était en train de ramper à travers la fenêtre du sous-sol. J'ai commencé à paniquer en le regardant monter les escaliers avec un couteau serré dans sa main. Je me suis dépêchée de verrouiller la porte de la pièce, et j'ai appelé les secours en leur expliquant ce que je venais de voir. J'ai regardé l'écran, terrifiée de voir que l'homme était maintenant au même étage que moi. Il ouvrait et refermait les portes, cherchant à trouver quelqu'un. J'ai pressé mon oreille contre la porte, et j'ai entendu ses pas approcher, puis il a tenté d'ouvrir la porte. Réalisant que j'étais à l'intérieur, il a commencé à crier et à frapper la porte agressivement, me terrorisant jusqu'aux os. Alors que j'étais assis là, tremblant, j'ai entendu des sirènes au loin, se rapprochant de plus en plus. Ma peur s'est dissipée lorsque j'ai entendu l'homme s'éloigner en courant, essayant de s'enfuir. La porte d'entrée s'est soudainement ouverte, et quelqu'un a crié « Police, les mains en l'air !» Je suis descendu quelques instants plus tard, et j'ai vu l'intrus menotté en train d'être conduit à la voiture de police. Un des agents a appelé Nick pour lui expliquer ce qui venait de se passer, et environ 20 minutes plus tard, il est arrivé et m'a ramené chez moi. Mais je n'ai pas pu fermer l'œil cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de penser à quel point j'étais chanceux d'être en vie. Si la police n'était pas arrivée à temps, je ne serais pas là pour raconter cette histoire. L'histoire que je vais vous raconter est vraie. C'est arrivé quand j'avais 4 ans. Mon père adorait nous emmener en vacances, ma mère et moi. Une fois, nous sommes allés à ce que je pensais être Big Bear, mais je ne suis pas sûre. Nous avons loué un chalet là-bas. Je ne m'en souviens pas avec précision, mais je sais que son intérieur était très joli. Les meubles étaient chaleureux, et tout était décoré avec les couleurs de Noël, vu que c'était la période. C'était un chalet de 2 étages, très spacieux et bien équipé. Nous sommes arrivés en journée, et tout semblait normal à ce moment-là. Mais quand la nuit est tombée, nous avons commencé à entendre des bruits. On aurait dit que quelqu'un secouait la porte d'entrée pour essayer d'entrer. J'ai été le premier à le remarquer, et j'ai prévenu ma mère. Elle ne m'a pas cru au début, jusqu'à ce qu'elle le voie par elle-même. Pendant quelques minutes, la poignée de la porte d'entrée a continué à bouger, mais nous étions trop effrayés pour aller voir ce qui se passait. Puis nous avons entendu un autre bruit. On aurait dit du métal heurtant du métal. Ça a duré quelques secondes avant de s'arrêter. Mon père avait peur que ça soit un cambrioleur. Nous avons donc rangé toutes nos affaires pour nous préparer à partir. Mon père a appelé la police et leur a demandé de venir. Puis nous sommes sortis par la porte arrière, car les bruits venaient de devant. Notre voiture était garée sur une colline à l'arrière du chalet. Je me suis endormie dans la voiture, et le lendemain matin, je me suis réveillée dans une chambre de motel miteuse, qui n'avait rien à voir avec le beau chalet. J'étais déçue au début, mais j'ai rapidement changé d'avis, parce que plus tard dans la journée, nous avons découvert qui faisait ces bruits. Les policiers nous ont raconté que quand ils sont arrivés au chalet, il n'y avait personne à l'extérieur. Mais quand ils sont rentrés à l'intérieur, ils ont trouvé un homme qui avait 2 crochets au lieu de mains. Il avait forcé la serrure avec ses crochets, et lorsqu'il se touchait, il faisait ce bruit métallique qu'on avait entendu. La police l'a trouvé en train de nous chercher dans le chalet. Ils ont également fait une découverte macabre. Il y avait des corps empilés dans un placard à l'étage. Sur le chemin du retour, nous nous sommes arrêtés à une station-service non loin du chalet. Ma mère savait que c'était une mauvaise idée, mais mon père lui a dit de se détendre, que la police était occupée de ce fou furieux et qu'il était maintenant très loin de nous. Nous sommes donc sortis pour aller acheter de quoi grignoter sur la route.
Mais quand nous avons quitté le magasin et rejoint la voiture, il y avait une note sur le pare-brise qui disait « On est plusieurs, à bientôt ». Nous sommes immédiatement repartis et nous n'avons plus jamais remis les pieds dans ce chalet. Je suis née en 1984. Cet incident date de 1989. J'avais 5 ans à l'époque et je faisais partie d'une famille de 5 enfants. Un soir fin 1989, ma mère allait donner naissance à notre plus jeune sœur. Elle était en plein travail et mon père et un ami de la famille l'ont emmenée à l'hôpital de notre ville. Ma grande sœur et moi avons été laissés seuls à la maison. À l'époque, je ne savais rien des fantômes et des maisons hantées. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé depuis qu'ils étaient partis à l'hôpital, mais il devait être aux alentours de minuit. Ma sœur s'était endormie sur le canapé et j'étais assis à côté d'elle. Je suis sûre que j'étais réveillée et que je la regardais dormir. Le canapé était juste en dessous de la fenêtre, qui était elle-même à plusieurs étages de haut. Il était impossible pour qui que ce soit de grimper jusque-là. Mais à ce moment précis, j'ai vu une main à l'extérieur de la vitre de la fenêtre. Une main de bébé, à partir de son poignet, avec sa paume me faisant face. J'étais peut-être trop jeune pour avoir peur, ou je ne savais pas comment réagir, je ne sais plus. Mais j'ai juste continué à regarder cette main. À ce moment-là, je pensais que c'était la main de mon petit frère ou ma petite sœur à naître. Je ne me souviens plus de ce qui s'est passé après cela, mais ce dont je suis sûre, c'est que mes parents sont rentrés le lendemain avec notre nouvelle petite sœur. J'ai fini par raconter cette histoire à ma mère quand j'avais 25 ans. Mais je ne peux pas m'empêcher de frissonner en y repensant. Je me demande pourquoi je n'ai pas été effrayée, ni horrifiée. J'étais peut-être trop jeune, comme je vous le disais tout à l'heure, mais je suis sûre et certain de ce que j'avais vu. Si cette nuit-là était arrivée maintenant, au présent, et pas à l'époque, j'aurais crié de toutes mes forces, ou fait une crise cardiaque. J'ai 3 sœurs, Crystal, Chiara et Melissa. Je suis le plus jeune et le seul garçon. Dans notre enfance, nous avons vécu dans une maison hantée. En fait, tout le quartier était hanté. Tous nos voisins avaient subi quelque chose. Apparemment, tout le quartier était construit sur un ancien cimetière militaire. Mais je ne sais pas si c'est la vérité. Cette histoire s'est passée il y a des années, quand j'avais 5 ans et mes sœurs étaient encore ados. Notre cousin Vincent était avec nous. Il a le même âge que mes sœurs. Nous avions l'habitude de jouer à cache-cache avec toutes les lumières de la maison éteintes, à l'exception de la pièce où se trouvaient nos parents. Cette nuit-là, tout allait bien. La seule source de lumière était une lampe torche que celui qui cherchait avait. Crystal était toujours trouvée rapidement, car elle avait de très longs cheveux roux bouclés, qui brillaient presque dans le noir. Chiara avait de longs cheveux blonds lisses, elle était donc trouvée rapidement aussi. Mais Melissa et moi avions des cheveux noirs. On pouvait donc mieux se fondre dans le noir. Cette fois-ci, c'était Chiara qui nous cherchait, et elle nous a trouvés plutôt rapidement. Il ne manquait plus que Vincent. Elle est allée dans la chambre de nos parents, et l'a éclairée avec sa lampe. Nos parents avaient 2 placards blancs qui se trouvaient de chaque côté d'une coiffeuse blanche, avec un miroir dessus. Chiara a vu que la porte d'un des placards était légèrement ouverte, et à l'intérieur, dans les ténèbres, elle pouvait voir des yeux qui la fixaient. Elle a rigolé et a crié « Je t'ai trouvé, Vincent !» Mais les yeux n'ont pas bougé. Ils continuaient de la fixer. « Je te vois, Vincent !» Elle a répété en riant. Soudainement, de l'autre côté de la pièce, les rideaux de la fenêtre se sont écartés et Vincent a sauté du rebord de la fenêtre en riant. Chiara l'a regardé, les yeux écarquillés et complètement confuse. Puis la confusion s'est transformée en peur quand elle a regardé à nouveau le placard. Les yeux étaient toujours là, grands ouverts et fixant Vincent, avant de revenir lentement sur elle. Chiara a hurlé et s'est précipitée pour allumer la lumière, mais les deux ont vu que le placard était vide. Personne ne se cachait là. Il n'y avait pas d'animal, rien. Nous n'avons plus jamais rejoué à cache-cache dans le noir après ça. Cette histoire est arrivée il y a quelques semaines.
Je vis en Californie, et j'ai toujours été amie avec cet autre gosse du nom d'Ethan. Nous avons presque les mêmes passions, on s'entend donc très bien, mais c'est un peu hors sujet pour cette histoire. Il y a cette vieille maison abandonnée quelques rues plus loin qui est inoccupée depuis des années, et je ne sais pas pourquoi personne n'a jamais essayé de la ranger et la vendre. Bref, elle est complètement abandonnée. Tous les enfants du quartier racontaient des rumeurs à son sujet, et pour être honnête, je n'ai jamais pensé qu'elle puisse être vraie. Mais la maison était en tout cas glauque à souhait. Un soir, alors qu'Ethan passait la nuit chez moi, nous avons décidé de nous faufiler dehors à genre 1h du matin pour explorer l'endroit. Nous avons pris nos téléphones pour filmer et une lampe torche. Puis nous avons dévalé la rue à vélo jusqu'à la maison. Elle faisait 2 étages de haut, avec une façade en briques. Les fenêtres étaient cassées et la pelouse envahie de mauvaises herbes. Bref, toutes les caractéristiques d'une maison abandonnée. Ethan et moi avons caché nos vélos dans un buisson, puis nous nous sommes dirigés vers l'arrière de la maison. Étrangement, la porte arrière était ouverte. Une des rumeurs disait que les sans-abri du coin, les drogués et les membres d'un gang traînaient tous ici. Et le fait de voir qu'en effet, quelqu'un semblait avoir été ici nous a fait plutôt peur. À l'intérieur, l'odeur était nauséabonde. Il faisait tellement noir que sans nos lampes torches, nous aurions été incapables de voir quoi que ce soit. Nous avons traversé ce qui semblait être une cuisine, puis un salon, et enfin le vestibule. Mais soudainement, au moment où nous allions monter à l'étage, il y a eu un gros bruit. Ethan et moi avons tous les deux sursauté, puis nous sommes restés figés. « Je crois qu'il y a quelqu'un là-haut. » J'ai chuchoté à Ethan. « Sans blague. » Il m'a répondu. « Allons vérifier. Mais t'as perdu la tête. » J'ai dit. Mais Ethan ne m'a pas entendu, ou il m'a ignoré, et il s'est avancé dans les escaliers. Même si je n'avais absolument pas envie de monter, je l'ai fait malgré tout, car il était hors de question que je reste tout seul en bas dans le noir. Une fois en haut, nous avons entendu le même bruit dans le couloir. Tenant toujours mon téléphone pour filmer, j'ai suivi à contre-cœur Ethan le long du couloir. Nous nous sommes approchés d'une porte, et nous avons jeté un coup d'œil à l'intérieur. Il y avait un homme se tenant près de la fenêtre. Il faisait tellement noir que la seule chose que nous avons pu voir était son pull marron. Nous savions qu'il savait que nous étions là, car notre lampe nous avait déjà trahis. Ethan a commencé à se diriger prudemment vers lui, et je suis restée en arrière près de la porte. Ethan s'est approché de l'homme, s'est mentalement préparé à regarder son visage. Puis il a hurlé. Il a poussé l'homme qui est tombé par terre, raide comme un piquet, et m'a attrapé par le col en me tirant loin de là. J'ai fait tomber mon téléphone pendant qu'on courait dans l'escalier, trébuchant l'un sur l'autre, jusqu'à arriver à la porte. Nous sommes montés à vélo et nous avons pédalé aussi vite que possible jusqu'à chez moi. Apparemment, quand Ethan s'était avancé vers l'homme figé, il a réalisé que c'était une sorte d'être humain empaillé, avec des trous vides là où ses yeux avaient été arrachés. Au même moment, il a entendu un grincement sur le sol, de l'autre côté de la pièce, et il a vu la silhouette d'un homme accroupi dans un coin sombre, le fixant. Nous avons eu le courage de revenir à cette maison quelques jours plus tard, pour essayer de retrouver mon téléphone, mais il avait disparu, tout comme l'homme empaillé, et qui que ce soit qui était là ce soir-là. Nous n'avons pas osé en parler à la police, par peur d'avoir des ennuis. Je sais, ça paraît stupide maintenant. Ethan et moi sommes toujours amis. Et ce souvenir est quelque chose qu'on n'oubliera jamais de toute notre vie. Ceci est une histoire vraie et horrible, qui m'est arrivée quand j'étais très jeune. C'était en 2007, j'avais 8 ans, et j'étais en école primaire. L'école était vieille, elle avait été construite à la fin de la guerre dans mon pays. J'ai entendu dire que beaucoup de militaires et d'habitants locaux avaient été brutalement tués sur ce terrain, et de nombreux professeurs et élèves affirmaient qu'ils avaient vécu des expériences paranormales ici. Bien que je n'ai jamais rien vu de surnaturel à l'école, cet endroit me donnait tout de même la chair de poule. Ma classe se trouvait au 2e étage, juste à côté des toilettes pour filles. Et le plus terrifiant, c'était qu'on pouvait voir un vieux cimetière depuis la fenêtre avant d'entrer aux toilettes. Un jour, alors que j'étais en classe, j'ai eu besoin d'aller aux toilettes. J'ai donc demandé la permission au prof et je suis sortie pour y aller. Je suis entrée dans la première cabine et j'ai verrouillé la porte. Il n'y avait pas de lumière et il n'y avait personne non plus. J'étais seule.
Tout était silencieux, jusqu'à ce que soudainement, quelqu'un se mette à frapper violemment à la porte qui était en face de moi. J'étais choquée, et je me suis figée pendant les premières secondes. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas pu crier. J'ai juste poussé la porte pour que la personne ne puisse pas entrer. Après quelques minutes, les coups se sont arrêtés. J'ai attendu encore un moment, puis j'ai ouvert la porte. Il n'y avait personne avec moi. Je suis sortie, prête à retourner dans ma classe, lorsque je me suis rendu compte qu'il y avait un élève qui se tenait parfaitement immobile de l'autre côté de là où j'étais. Il me regardait avec un sourire malsain. Je me suis figée, parce que c'était un de mes camarades de classe qui s'asseyait juste à côté de moi. Je crois qu'après qu'il m'ait vu partir aux toilettes, il m'a suivie, et c'était lui qui frappait à la porte. Je suis rapidement retournée à ma classe, et je n'ai rien dit à personne. L'autre élève est rapidement revenu lui aussi, et s'est assis en silence. Je n'arrive pas à me souvenir de son nom, mais je me rappelle toujours de cet incident, même maintenant. Je n'oublierai jamais cette expérience terrifiante. Je me demande ce qui me serait arrivé si je n'avais pas verrouillé la porte, ou s'il avait réussi à la forcer. Je m'appelle Victor, et j'ai 23 ans. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée quand j'avais 17 ans. Je travaille comme charpentier dans une entreprise de bâtiment local, et cet incident s'est passé quand j'étais encore un apprenti dans cette même entreprise. Nous étions en train de rénover un vieil immeuble, datant d'avant les années 60, pour en faire des salles de classe pour une école qui avait racheté le bâtiment. Comme beaucoup de charpentiers, nous commencions très tôt tous les matins de la semaine, pour pouvoir rentrer chez nous plus tôt les vendredis, pour profiter d'un week-end de repos bien mérité. Un matin, aux environs de 4h30, je suis sortie de chez moi pour aller au travail. Je me dirigeais vers mon arrêt de bus habituel, à environ 1 km plus loin. Le trajet nécessitait de passer à travers des bois pendant environ 200 mètres. Il était très tôt, et à cette heure-là en plein hiver, il faisait encore nuit noire, au point que le chemin à travers la forêt ressemblait à un trou noir, infini et effrayant. J'ai allumé la lampe de mon téléphone, et j'ai commencé à avancer le long du petit sentier. À mi-chemin, j'ai entendu un bruissement venant de ma droite, et j'ai dirigé ma lampe dans cette direction, mais je n'ai rien vu. Je me suis dit que c'était sûrement un animal. Mais arrivé à la fin du sentier, j'ai entendu à nouveau le même bruit, et cette fois-ci, c'était beaucoup plus proche. J'ai toujours été un peu parano dans le noir, et j'ai essayé de ne pas y prêter attention, mais j'ai quand même accéléré légèrement le pas, en regardant régulièrement derrière moi. Quand je suis arrivée à l'arrêt du bus, je me suis assise sur le banc, en pensant à quel point j'étais vraiment un lâche de m'effrayer pour un rien comme ça. Je pouvais voir la forêt que je venais de traverser depuis l'arrêt, parce que c'était juste à côté. Et quand mon regard est tombé sur le sentier, j'ai vu un homme debout derrière un arbre, juste en dessous d'un lampadaire, mais toujours caché par les ombres du feuillage. Il était clairement en train de m'observer. Il portait un pantalon noir, une vieille veste qui semblait être bleu clair. On aurait dit une tenue des années 80. Le fait qu'il m'observe comme ça, sans bouger, m'a mis très mal à l'aise. Mais avant que j'aie réellement peur, le bus est arrivé, et je me suis immédiatement sentie soulagée. J'ai grimpé à l'intérieur, et je me suis dirigée vers le fond. Il était comme d'habitude complètement vide. Je me suis assise, et j'ai regardé à nouveau la forêt, pour vérifier si l'homme était toujours là, mais il ne l'était pas. Le bus a commencé à avancer, et j'ai soudainement entendu un coup contre ma vitre. Je me suis rapidement retournée pour regarder, et j'ai vu un bras s'agiter pour me faire signe, vêtu d'une veste bleu clair. Je ne pouvais pas voir son visage clairement parce qu'il portait une capuche, et le bus s'était déjà éloigné. Sur le chemin du travail, j'ai essayé de ne pas trop penser à l'homme, mais c'était difficile, parce que cette situation était très bizarre et ne m'était jamais arrivée auparavant. Je suis finalement descendue du bus, et je me suis dirigée vers le bâtiment où se trouvaient mes vêtements de travail et mon équipement. Il était juste à côté de l'arrêt, à même pas 5 minutes de marche. Quand je suis arrivée au niveau de la porte, j'ai sorti ma clé, et j'étais sur le point de la mettre dans la serrure, quand j'ai vu du coin de l'œil, caché derrière le coin du bâtiment, le même homme à la veste bleue, me fixant. J'ai rapidement déverrouillé la porte, couru à l'intérieur, et je l'ai verrouillée à nouveau. Après cette porte-là, il y en avait 2 autres, se déverrouillant toutes les 2 avec un badge. Personne en dehors du personnel ne pouvait donc entrer. La première porte donnait sur un long couloir sinistre, uniquement éclairé par quelques lumières au plafond. C'était la 2e porte qui menait à mon casier à la salle de pause. J'ai couru aussi vite que possible,
et j'étais en train de trembler de choc. Je ne comprenais pas comment cet homme avait pu arriver là aussi rapidement. J'ai bu un café pour me calmer et j'ai mis mes vêtements de travail. La pièce était complètement silencieuse. J'avais l'impression que des heures étaient passées avant que mes collègues arrivent enfin. Je me suis tout de suite sentie mieux parce que je n'étais plus seule. Il était temps de commencer le travail et nous nous sommes dirigés vers l'ascenseur pour monter au dernier étage où nous étions en train de travailler. En y arrivant, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon casque dans les vestiaires. Je suis donc redescendue, j'ai traversé le couloir et je l'ai récupéré. J'étais en train de traverser à nouveau le couloir sinistre lorsque je me suis soudainement figée. J'ai entendu quelqu'un chuchoter mon nom du fond du couloir. Je me suis retournée et j'ai vu le même homme que tout à l'heure. Il se tenait là, immobile, me fixant. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Tu as l'air si paisible quand tu dors, Victor. J'ai senti le monde se briser autour de moi quand il a dit ça. J'ai paniqué et j'ai couru de toute la force de mes jambes vers l'ascenseur. J'ai ouvert la porte à la volée et je l'ai claquée. Et j'ai écrasé le bouton de l'ascenseur. J'avais l'impression de monter une centaine d'étages avant d'atteindre enfin le dernier. J'ai couru vers les autres et je leur ai raconté ce qui s'était passé. Mais ils se sont juste moqués de moi en pensant que je blaguais, puisque personne ne pouvait entrer sans badge. Je voulais appeler la police mais je ne l'ai pas fait finalement, pour ne pas passer pour un lâche devant les autres. Heureusement, je n'ai plus jamais revu cet homme. Je me demande toujours si c'était une hallucination ou s'il était réellement là. Je ne le saurais probablement jamais. Mais je n'ai plus jamais utilisé ce sentier. Et j'ai pris l'habitude de toujours fermer mes rideaux. J'avais 10 ans et j'étais seule à la maison. Ce n'était pas vraiment un problème parce que nous vivions dans une petite ville. Mes parents étaient chez ma grand-mère et je n'avais pas pu les accompagner parce que j'étais malade. Il était environ 21h quand je suis allée me coucher. Ma chambre était très petite et n'avait qu'une seule fenêtre qui faisait face à mon lit. Cette fenêtre me faisait toujours peur, parce que quand vous êtes petit, votre imagination peut parfois s'emballer. Mais cette nuit-là, ce n'était malheureusement pas mon imagination. Comme je vous le disais, j'étais sur le point de m'endormir quand j'ai entendu un hurlement très fort venant de l'extérieur. C'était très effrayant. Mais j'ai essayé de rester silencieuse pour que je puisse écouter ce qui se passait. Mais il ne s'est rien passé d'autre, justement. Tout était très calme, beaucoup plus calme que la normale en fait. Le temps est passé, et tout semblait être rentré dans l'ordre. J'ai donc essayé de me rendormir. 1 heure plus tard, j'ai entendu à nouveau le même hurlement. Mais cette fois-ci, il semblait beaucoup plus proche. Je me suis figée. J'étais tellement terrifiée que je ne pouvais même pas bouger. 30 minutes plus tard, de nouveau le même cri. À ce stade, j'étais sur le point de pleurer. Je ne sais pas pourquoi, mais ce hurlement n'était pas juste un hurlement. Il était suraigu et tellement glauque. Après 15 très longues minutes, j'ai vu quelque chose au niveau de la fenêtre. C'était une femme très maigre. Elle semblait tellement heureuse pour je ne sais quelle raison. Elle souriait, et son sourire était tellement large et flippant. Quand je l'ai vue, j'ai commencé à pleurer. Et elle s'est remise à crier. J'étais absolument horrifiée. Elle me regardait, en souriant et en hurlant, pendant toute la nuit. Le lendemain matin, mes parents sont rentrés, et je leur ai tout raconté. Ils ont aussitôt appelé la police. Un des agents a découvert que ma fenêtre était fissurée. On n'aurait pas dit que c'était le résultat d'un coup physique direct, mais plutôt celui des cris suraigus. Il y a quelques années, alors que j'étais encore au lycée, le dark web devenait de plus en plus populaire. Je ne m'y étais jamais vraiment intéressée, jusqu'à ce que mon ami commence à m'en parler, car il était fasciné par ça. Un jour, après l'école, je n'avais pas grand-chose à faire. J'ai donc ouvert le navigateur Tor. Je n'ai rien trouvé de particulier, et j'ai fini par appeler mon ami pour qu'il me donne un coup de main. Il est venu directement chez moi, et nous avons commencé à chercher de plus en plus profondément. Nous avons trouvé beaucoup de drogues, d'armes illégales et des choses comme ça. À un moment donné, il a cliqué sur un lien trouvé sur un chat, dont le nom était « Hé, regarde ça ». Nous n'avons pas résisté à la curiosité et nous avons cliqué. L'écran était noir au début,
Puis il est rapidement passé sur ce qui ressemblait à l'extérieur d'un bâtiment. Et soudainement, un post-it est apparu, sur lequel il y avait écrit « Vous voulez voir un truc cool ?» J'ai aussitôt répondu sur le chat « Oui, bien sûr ». Ce qui était vraiment bizarre, c'est que le type se contentait de montrer des post-it. Il ne tapait jamais rien et ne parlait pas. Soudainement, la caméra s'est mise à avancer vers le bâtiment en face d'elle. En regardant l'image avancer, nous avons remarqué que le bâtiment en question était dans notre quartier. La caméra s'est arrêtée et un autre post-it a été collé qui disait simplement « LOL ». Je commençais à être très mal à l'aise. La personne est entrée dans le bâtiment, qui était plongé dans les ténèbres, et s'est arrêtée devant une porte verrouillée, puis l'a déverrouillée et l'a ouverte. La caméra s'est lentement avancée dans le noir, jusqu'à une gamelle pour chien posée par terre, sur laquelle elle a zoomé. La personne a ensuite mis quelque chose dans la gamelle, qui ressemblait de loin à de la pâtée. Pour être honnête avec vous, on aurait plutôt dit des matières fécales. Une porte s'est soudainement ouverte, et nous avons entendu une fille sangloter, avec le bruit de chaînes traînées sur le sol. La fille est apparue sur l'écran, avec une chaîne enroulée autour du cou, et la personne qui filmait lui a écrasé le visage dans la gamelle. Puis il a collé un nouveau post-it, qui disait cette fois « Cool, pas vrai ?» Puis l'écran est brutalement devenu noir. Nous sommes restés assis là pendant presque 10 minutes, abasourdis. Le stream était toujours actif, et soudainement, l'image est réapparue. Elle montrait le coin de ma rue. Puis un autre post-it est apparu à l'écran, qui contenait cette fois ma propre adresse, et un autre message en dessous disant « Ouvrez la porte ». Nous sommes figés, terrifiés, quand soudainement, nous avons entendu des coups contre la porte. J'ai attrapé mon téléphone et nous sommes sortis en courant de la chambre pour aller vers la porte arrière. Au moment où j'allais tourner la poignée, il y a eu des coups contre cette porte. Il y avait donc 2 personnes qui frappaient à la porte, une devant et une derrière. Nous étions piégés, et aucun d'entre nous n'arrivait à réfléchir à cause de la peur. Nous sommes finalement remontés, j'ai appelé la police, et nous nous sommes enfermés dans ma chambre. Les policiers sont rapidement arrivés, mais il n'y avait plus personne dehors. Tout ce qu'ils ont trouvé étaient des centaines de post-it, contenant tous mon adresse. J'ai parlé à un agent du bâtiment avec la fille enchaînée, et ils l'ont rapidement trouvée. La fille avait 14 ans, et était portée disparue depuis 5 semaines. Nous avons déménagé la semaine suivante, et j'ai bien appris la leçon. Je n'irai plus jamais sur le dark web. Quand j'avais 12 ans, j'ai entendu parler de la projection astrale pour la première fois, et j'ai trouvé l'idée vraiment cool. Qui ne voudrait pas vivre une expérience de hors-corps et voyager un peu partout? Bref, je l'ai essayé pendant plusieurs mois, sans succès. Je commençais à croire que ça n'existait pas, et j'ai fini par arrêter d'essayer. Puis, un jour en janvier, vers 19h, j'ai décidé d'aller faire une petite sieste. Une seconde après avoir fermé les yeux, j'ai eu l'impression qu'on me tirait hors de mon corps, pendant qu'une vibration envahissait tout mon être, qui ressemblait à une montée d'adrénaline. J'ai alors commencé à flotter, et j'ai immédiatement senti une présence derrière moi. Mais je n'y ai pas vraiment prêté attention. Ce n'était pas une bonne présence, elle semblait démoniaque. Et bien que toute ma famille était normalement à la maison, je n'ai vu personne. Et la seule lumière qui était allumée était celle de l'escalier. Tout semblait teinté de bleu, et j'arrivais à voir clairement même s'il faisait noir. Je devais nager dans les airs pour pouvoir avancer. J'ai donc traversé ma porte et je suis descendue, toujours en nageant. J'ai décidé de remonter à travers le plafond cette fois, jusqu'au toit de la maison pour explorer ce nouveau monde. En me dirigeant vers le haut, j'ai aperçu une créature hideuse, se précipitant vers l'escalier. Elle s'est arrêtée net au moment où j'ai arrêté de bouger. Je ne pouvais la voir que de dos, mais je voyais qu'elle avait une peau jaune, des oreilles longues et pointues, une queue, et elle semblait être de la même taille que moi à l'époque, vers les 1m65. Je l'ai fixée pendant quelques secondes, paralysée de peur, et avant même que je ne le réalise, j'étais de retour dans mon lit, réveillée. J'ai regardé l'heure, et j'ai vu que plusieurs minutes étaient passées. Je ne sais pas trop quoi en penser, mais c'était une expérience très intéressante. J'étais à la fête d'anniversaire d'un ami. Il était 23h. Après la soirée, j'ai ramené mes amis chez eux, à 2 heures de voiture de là où nous étions. Nous sommes passés par leur village, qui était plutôt grand, et où la plupart des habitants étaient riches.
Il y avait une rue là-bas. Elle faisait environ 500 mètres, et elle était incroyablement sombre et sinistre. La voiture que je conduisais était une Toyota, qui avait 11 places assises, et nous n'étions que 3 à l'intérieur. Je traversais cette rue effrayante, mais j'étais tout de même mal à l'aise car il faisait sombre, et la route était bordée de grands arbres et de buissons aux formes étranges. Il n'y avait aucune lumière en dehors de mes phares. J'ai déposé mes amis chez eux, et j'ai repris la route. Mais maintenant que j'étais seule, j'étais encore plus effrayée de traverser cette même route glaçante. Mais je n'avais pas le choix. Il n'y avait aucun autre chemin alternatif. J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai essayé de ne pas penser à mon inquiétude. Soudainement, j'ai senti la température chuter brutalement. Ce n'était pas la clim pourtant. Puis j'ai senti des picotements sur ma nuque. J'ai regardé dans le rétroviseur et j'ai vu quelque chose sur la banquette arrière qui me regardait. C'était une femme. Elle était vêtue de blanc et avait des yeux rouges. J'étais tellement terrifiée que j'ai accéléré, et le moteur a rugi en réponse. Il y avait plusieurs dodanes sur le chemin, mais je m'en fichais. J'avais trop peur pour réfléchir de manière rationnelle. Je voulais juste m'éloigner. Je suis finalement arrivée à mon immeuble, et je me suis précipitée dans le bureau de garde pour leur raconter ce qui s'était passé. Ils m'ont avoué qu'il y avait vraiment un fantôme sur cette route. Un jour, un tricycle passait par là, et une femme l'a arrêté pour lui demander s'il pouvait l'emmener. Le chauffeur a accepté, et lui a demandé de l'emmener à l'hôpital. Lorsqu'ils sont arrivés sur place, le chauffeur s'est tourné vers la femme, et il a été choqué de découvrir qu'elle avait disparu. Même mon ami m'a raconté qu'il s'était passé quelque chose dans cette rue il y a plusieurs années. Une fille avait été brutalement assassinée et abandonnée là-bas. Maintenant, à chaque fois que je suis seule la nuit, je demande à quelqu'un de m'accompagner, parce que je ne veux plus jamais conduire seule la nuit. Je ne veux pas prendre le risque de revoir ce fantôme. J'espère qu'elle trouvera la paix un jour. J'avais 10 ans quand j'ai vécu cette histoire. J'adorais ma chambre parce qu'elle avait une télé, un lit confortable, une armoire et mon ordinateur sur mon bureau. Une nuit, alors que je dormais, un bruit étrange venant de mon armoire m'a réveillée. Je n'y ai pas vraiment prêté attention et j'ai essayé de me rendormir parce que j'avais école tôt le lendemain. 3 heures plus tard, je me suis réveillée et j'ai pris mon petit déjeuner. Puis je suis allée dans ma chambre pour préparer mon sac. J'étais en train de le faire quand j'ai eu une sensation étrange et je me suis tournée vers la fenêtre. C'est là que j'ai vu une grande silhouette noire se tenant de l'autre côté de la vitre. Mon cœur a manqué un battement et je me suis exclamée « C'est qui ?» Je n'ai pas réussi à apercevoir de visage parce qu'il portait une capuche noire et qu'il faisait encore un peu noir dehors parce qu'il était très tôt. Une fois rentrée de l'école, j'étais au téléphone avec un ami pour gérer un projet. Et soudainement, j'ai entendu un grand coup contre la fenêtre. C'était la même personne que ce matin. Et cette fois-ci, je voyais clairement son visage. C'était un homme dans la quarantaine. Il avait des rides et des cheveux noirs. Il m'a souri et m'a dit « Hé, tu veux des bonbons ? Viens à l'extérieur et je t'en donnerai. » Il restait là à attendre que je sorte. Puis il a finalement couru à la porte d'entrée. Il a commis une erreur en faisant ça, parce que mon père allait au travail au même moment. Il a ouvert la porte et lui a crié de dégager de sa propriété, avant qu'il appelle la police. Je me suis précipitée vers mon père, et je lui ai raconté qu'il était devant ma fenêtre pour m'observer. Il était sur le point d'appeler la police, quand il a réalisé qu'il ne voulait pas me faire peur, en pensant que j'allais me faire kidnapper ou quelque chose comme ça. Il a donc dit qu'il allait installer des caméras de sécurité. La seule raison pour laquelle je n'avais pas crié quand j'avais vu l'homme à la fenêtre était parce que je pensais que c'était un de mes amis. Mais je me suis rendu compte qu'aucun de mes amis n'allait venir me voir à 5 heures du matin, et aucun d'entre eux n'était aussi grand. Cette nuit-là, j'ai entendu quelqu'un rire dans mon armoire. J'ai fermé les yeux, absolument terrorisée, et je l'ai entendu gratter la porte de l'armoire avec quelque chose qui ressemblait à un couteau. J'ai attendu 1 minute ou 2, le temps de rassembler mon courage, et j'ai crié de toutes mes forces en courant vers la chambre de mes parents, verrouillant la porte derrière moi. Je leur ai expliqué qu'il y avait quelqu'un dans mon armoire. Ma mère a appelé les secours, pendant que l'intrus nous parlait. « Sors de là, et je n'obligerai pas tes parents à regarder pendant que je te poignarde. » Ces paroles m'ont fait atteindre un nouveau niveau de terreur, parce que je savais qu'il avait vraiment un couteau. Quelques secondes plus tard, nous avons entendu des sirènes, suivies par le bruit des policiers ouvrant la porte à la volée. Police, lâchez votre arme et levez les mains en l'air.
Mes parents et moi étions soulagés que la police soit arrivée à temps, et j'avais de la chance que mon armoire soit loin du lit. Il s'est finalement avéré que l'homme était un fou, qui s'était échappé d'un hôpital psychiatrique en poignardant un des gardes. Et depuis, mes parents ont installé des caméras dans chaque pièce et à l'extérieur de la maison. Qui sait ce qui aurait pu m'arriver si je ne l'avais pas entendu rire dans mon armoire? Il aurait pu me poignarder. Et si c'était caché sous mon lit? Je ne sais toujours pas comment il a fait pour entrer dans la maison. Peut-être qu'un de mes parents avait oublié de fermer à clé. Ou alors, il était entré par ma fenêtre. Un jour pluvieux, alors que j'avais 12 ans, je rentrais chez moi à pied. Lors du trajet, qui faisait environ 1 kilomètre, je devais traverser un cimetière. Pas le stéréotype du cimetière glauque et hanté, car beaucoup de personnes le traversaient, et il y avait généralement plusieurs employés. Je me souviens être passé devant un groupe d'employés assis sur un banc. Je n'y ai pas vraiment prêté attention quand l'un d'eux s'est levé et a commencé à marcher à une distance raisonnable. Après un moment, je lui ai jeté un coup d'œil, et il a rapidement baissé le regard. Il portait le même uniforme bleu que les autres, et avait une barbe grise. J'ai réussi à lire le nom sur le badge, Frank P. Alors que les autres employés s'éloignaient, lui était toujours derrière moi. J'ai commencé à m'inquiéter. Un instant plus tard, il m'a dit « Il fait humide, hein ?» d'un ton amical. J'ai poliment souri et j'ai hoché la tête. Mais mon inquiétude a grimpé d'un cran quand je suis sortie, et que j'ai vu qu'il était toujours derrière moi. J'étais près de chez moi à ce moment-là, et la pluie s'est intensifiée. Maintenant que j'avais ma maison en vue, j'ai commencé à courir vers elle. En me retournant, j'ai vu que l'homme était visiblement en colère, et il s'est lui aussi mis à courir. J'ai sprinté sans regarder en arrière. J'ai sorti ma clé de mon sac et j'ai ouvert la porte. J'ai regardé derrière moi. L'homme était au milieu de la rue. Je suis rentrée chez moi et j'ai appelé la police. Mais en regardant par la fenêtre, j'ai vu qu'il avait disparu. J'ai raconté à ma mère ce qui s'était passé quand elle est rentrée, mais elle ne m'a pas cru. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Il y avait du tonnerre, et je voyais de temps en temps des ombres traverser le salon. J'étais en train d'observer ces ombres lorsque j'ai vu une silhouette étrange. J'ai regardé de plus près, et j'ai vu que c'était celle d'un homme. Je me suis levée pour aller dans le salon. Il faisait complètement noir dehors. Je me suis mis devant la porte et j'ai attendu. Une voiture est passée, et ses phares ont éclairé le visage de Frank. J'ai couru dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. Je ne l'ai plus revu depuis cette nuit, mais à chaque fois que je vois cet uniforme bleu, je repense à ce jour-là et le visage squelettique terrifiant de Frank P. Cette histoire s'est passée il y a quelques mois, quand ma famille et moi étions sur le chemin du retour, après avoir rendu visite à ma tante. Le soleil était lentement en train de se coucher. Ma mère commença à être fatiguée. Mon père a repéré un hôtel qui avait l'air sympathique un peu plus loin. Ma mère s'y est arrêtée, et nous sommes allés à l'intérieur. L'endroit semblait bien, mais j'avais un très mauvais pressentiment. Mon père a demandé à la réceptionniste s'ils avaient des chambres libres pour la nuit. La dame a étonnamment répondu oui, mais notre douche était malheureusement cassée, et il ne pourrait pas la réparer. Elle a précisé qu'on pourrait tout de même utiliser les douches communes du 2e étage. Nous avons pris l'ascenseur, et nous nous sommes installés dans la chambre. Avant d'aller au lit, j'ai décidé d'aller rapidement me laver. En me dirigeant vers les douches, j'ai réalisé qu'elles étaient différentes des douches normales. Pour commencer, il y avait une porte connectant les douches des filles avec celles des garçons. Et deuxièmement, au lieu de rideaux, ils avaient des portes vitrées. Adieu, intimité. En regardant autour de moi, j'ai vu que la pièce était complètement vide. Je me suis dit qu'en me lavant très rapidement, je n'aurais pas à m'inquiéter que quelqu'un me surprenne. Je suis donc entrée dans une cabine et j'ai commencé à me laver. Le temps passant, la vitre s'est recouverte de buée et je ne pouvais plus voir l'extérieur. Puis j'ai entendu la porte donnant sur la douche des garçons s'ouvrir. Pourquoi diable un garçon voudrait venir ici? Puisque je ne pouvais rien voir, j'ai décidé d'essuyer la vitre avec ma main pour enlever la buée. En le faisant, j'ai vu un homme dans la quarantaine qui avait l'air d'un vagabond, le visage collé contre la vitre, me regardant avec un rictus. En baissant les yeux, j'ai vu qu'il tenait un grand couteau. J'ai hurlé et j'ai ouvert la porte vitrée aussi vite que possible, faisant tomber l'homme au sol. J'ai rapidement attrapé une serviette et je suis sortie en courant. En arrivant à notre chambre, j'ai raconté à mes parents ce qui s'était passé.
Ils ont immédiatement appelé la police qui est arrivée quelques minutes plus tard. Ils ont fouillé les douches et ont retrouvé l'homme toujours inconscient au sol. Apparemment, c'était un délinquant sexuel avec un casier judiciaire. Il avait même fait de la prison. Ils l'ont arrêté, mais je ne sais pas ce qu'il est devenu après. Cette histoire me terrifie encore, et j'ai toujours peur des hôtels depuis. Quand j'avais 8 ans, je n'avais aucun ami. Ma mère ne me laissait pas jouer dehors avec les autres enfants de notre quartier. J'étais toujours seule. Les seuls camarades de jeu que j'avais étaient mes cousins et mon frère, mais il fallait 3h25 pour aller jusqu'à chez eux. Un jour, ma mère m'a enfin autorisée à jouer dehors avec les autres enfants, parce qu'elle devait aller quelque part et ne pouvait pas me surveiller. J'ai pris ma poupée et autres jouets, tout excitée à l'idée de jouer avec les autres. Mais lorsque je suis arrivée là-bas, personne n'a voulu jouer avec moi. J'étais très triste, mais soudainement, quelqu'un s'est approché de moi. Il avait des yeux fatigués mais était très mignon. Nous sommes rapidement devenus amis. Même si c'était un garçon, il acceptait de bon cœur de jouer avec mes poupées. Il m'a aussi invité chez lui pour jouer. Mais j'étais confuse parce que sa maison avait l'air vieille et abandonnée, comme si personne ne s'en était occupé depuis des années. Nous avons décidé d'aller jouer dans son jardin, et quand nous sommes arrivés, j'ai eu une subite envie de vomir. Je ne savais pas pourquoi je me sentais aussi dégoûtée et malade. Il ne m'a pas proposé d'eau ni rien, il m'a juste regardé et m'a dit « La prochaine fois, tu resteras dormir ici. » 2 semaines après cette étrange expérience, je suis partie à sa recherche. Dans la cour, un avion en papier sortant de nulle part a volé vers moi. Je l'ai ramassé, et quand je l'ai ouvert, j'étais choquée, terrifiée et triste. C'était une coupure de journal. Le garçon avec lequel j'avais joué avait disparu il y a 9 ans. J'ai couru dans ma chambre, et c'est là que j'ai vu une ombre par la fenêtre. Je l'ai regardé de plus près. C'était le garçon. Il souriait. J'ai aujourd'hui 19 ans, et je me souviens toujours de cette histoire comme si c'était hier. Making. There are precious few of them left. Most were lost. The last few decades. I'm not gonna cry because of the fucking cube. That's so stupid. God damn it. Guys, the cube was the best thing. I had my inventory full of charms, and then I could only put items that I found from killing monsters inside the cube. Oh. Tyrael, why aren't the heavens helping us? Why they have gone silent? Crying over cubes. No! The heavens have seen No tears humanity left my in eyes. many ways. Sometimes a nuisance, sometimes a threat. But whenever they've involved themselves in mortal affairs, it has always ended in calamity. Now most Guys, I'm of them just are feeling a hoping little to bit die of out nostalgia, alone. okay? Is it weird that I still remember the first few times that I played Diablo 2 and my dad was guiding me through the quests of the game so I would unlock the cube? Oh god. And it wasn't this awful Act 2. I remember the cube itself wasn't in a bad place. Gosh. Imagine when she hears about the trapezoid. I'm not crying because of a dumb, just a, fuck you. Shut up! Ah, it's just nostalgia. God damn it.
You know, Durio was very spooky to me. But Durio always made me happy to see him because then we got to see Tyrio. So that was nice. No time to waste. I'm ready. then. Let's go. Oh shit. For the first time, it felt like Kinda looks like a penis. a real chance. It's the moon and a shadow. Still be dead come dawn, but wouldn't have been the worst try. Diablo 2 was your first PC game? Diablo 2 was probably the game I have played the most. And Diablo 2 was also the thing that led me to Baldur's Gate. Because my dad only bought Baldur's Gate 2 back in the day because when Diablo 2 came out, it was the same year as Baldur's Gate 2 came out. And my dad only bought it because Baldur's Gate 2 won Game of the Year instead of Diablo 2. And he thought that Diablo 2 would win Game of the Year instead. So he bought Baldur's Gate 2 to try it out. It wasn't his taste, but you know, I really loved the game. I fell in love with Baldur's Gate 2. I loved it a lot. The rest is history. My dad never really bought games for me like that. You know, I guess he bought The Sims. But then whenever I tried playing The Sims, he would torment me, saying that I should be playing better games like Diablo, Doom, Quake. Which he was not wrong. But I had to have my dose of other games. You know, I keep my mind open. Turn around, Mainlander. Mountains away. Keep moving. Alex, thank you so much. what you Mwah, need. appreciate your support to Blackjack and Hookers for Bunny. Thank you. How far is the vault? Less than a day's walk. Oh no, Beat the Jordan. Largoy